Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois que l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Le judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Chers amis auditeurs, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Liberté Pourquoi Faire, le podcast du Cercle Droit et Liberté. Je suis Thibaut Mercier et j'aurai le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui qui sera notamment consacrée à la politisation de la justice. Alors pour la petite histoire, nous tournons cette émission le 21 mars et c'est la date d'anniversaire du Code civil qui a été promulguée le 21 mars 1804. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui dans le studio, puisque sont également présents d'autres membres du Cercle Droit et Liberté, dont Alcide Lepoder. Bonjour. Bonsoir. Alcide. Et Guillaume Leroy. Bonsoir Thibaut. Et nous accueillons également un nouvel intervenant, qui est également membre du Cercle Droit et Liberté, un spécialiste de la régulation et de la concurrence, Étienne Perrin. Bonjour Étienne. Bonjour Thibaut. Un mois depuis notre dernière émission, ce qui nous laisse pas mal de sujets à rattraper, et c'est ce que nous verrons pour commencer avec notre gazette des actualités politico-juridiques. Nous passerons ensuite à la Minute Culture Juridique qui sera consacrée aujourd'hui au sujet de la prescription et qui permettra un peu de se remettre les idées au clair sur ce principe de notre droit qui fait l'objet depuis quelques mois de vives attaques. Après ce petit rappel académique, la discussion du jour, les libertés en débat, sera consacrée à la politisation de la justice, comme je vous l'ai dit en début d'émission, qui est revenue sur le devant de la scène avec la condamnation de Nicolas Sarkozy au début du mois. Ensuite, nous évoquerons les événements juridiques qu'il s'agira de suivre pour le mois qui vient. Et nous n'oublions pas la culture, puisque nous terminerons par notre revue culturelle avec quelques colloques à voir et quelques ouvrages à lire pour ce nouveau mois de confinement ou de couvre-feu pour les plus chanceux d'entre nous. It's me. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Commençons donc avec notre revue de presse, la gazette des actualités politico-juridiques, et c'est à Alcide qu'il revient de débuter cette gazette, puisqu'il va nous parler d'une proposition de loi de député.e.s. Mon langage est celui du Mordor, que je ne prononcerai pas ici. Effectivement, alors que certains musées suppriment les chiffres romains de leurs écriteaux, car jugés trop compliqués à comprendre, il est une autre controverse autour de la langue française qui passera bientôt devant l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'écriture inclusive. Vous l'avez sûrement remarqué, de plus en plus d'administrations ont recours à cette écriture qui vise, selon ses partisans, à promouvoir l'égalité des sexes dans la langue française. Ainsi, par exemple, la mairie de Paris rédige quasiment l'intégralité de ses publications en écriture inclusive. Mais qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive ? Eh bien, cette écriture repose sur 3 grands principes. Le premier, accorder les grades, fonctions, métiers, titres, en fonction du genre. On écrira ainsi une pompière ou une autrice. Second principe, au pluriel, le masculin ne l'emporte plus sur le féminin mais inclut les deux sexes par l'utilisation d'un point médian. Autrement dit, on condense dans un seul mot le masculin et le féminin en les séparant d'un point médian. Enfin, on utilise des termes génériques pour éviter de nommer certaines distinctions que l'on ne saurait voir. Ainsi, on préférera parler de droits humains plutôt que de droits de l'homme. D'un point de vue normatif, une circulaire de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe interdit l'usage de l'écriture inclusive dans les textes officiels et notamment au sein de l'université. Mais malgré ce cadre réglementaire, son usage se multiplie, notamment à l'université. C'est pourquoi une proposition de loi en date du 21 février 2021 a été déposée par une 60aine de députés et qui vise à interdire tout simplement l'usage de l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge d'une mission de service public, autrement dit dans l'administration. Nous ne pouvons que soutenir cette initiative. Cette écriture inclusive, quelque part, c'est une manière d'organiser la langue à partir de l'idée que nous sommes uniquement traversés par des rapports de domination. Il est grave de voir que on va fracturer tout ce qui peut nous permettre de communiquer et qui devrait au contraire nous rassembler, le langage. De plus, quelques arguments que l'on pourrait opposer à l'écriture inclusive, c'est que l'usage généralisé de cette écriture complexifiera davantage l'apprentissage de la langue française. Ensuite, cette écriture n'a absolument aucun sens à l'oral. Essayez de prononcer ces points condensés et on n'en sortira jamais. Et enfin, nous pensons, et vous pourrez nous donner votre avis sur la question, qu'un langage se forme avant tout par la pratique et non par l'idéologie. La formation d'un langage, quelque part, c'est le résultat d'une volonté de se faire comprendre efficacement et par le plus grand nombre. Merci Alcide pour ce petit retour très utile sur l'écriture inclusive. Donnons désormais la parole à Étienne qui va lui évoquer la fameuse loi de sécurité globale. Où en est-on dans cette loi donc ? Vous avez demandé la police, ne quittez pas.
Alors, vous vous souvenez peut-être que l'article 24 de la loi sécurité globale avait suscité une importante controverse lors de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale en novembre dernier. Cet article projetait d'inclure une disposition nouvelle dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, selon laquelle, je cite, « sans préjudice du droit d'informer serait puni d'1 an de prison et 45 000 € d'amende la diffusion de l'image, du visage ou de tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but manifeste de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. » Selon les auteurs de la proposition de loi, cet article a été rendu nécessaire par la diffusion de vidéos de forces de l'ordre sur Internet qui pouvaient entraîner menaces ou agressions contre le fonctionnaire concerné. Réunie le 3 mars, la commission des lois du Sénat a revu le dispositif, exit la loi de 1881. Le nouveau texte irait enrichir le code pénal. L'élément matériel ne serait plus la diffusion, mais la provocation. Cependant, vous le savez, la provocation est de toute façon réprimée en droit pénal, ce qui pose la question de l'opportunité du texte qui a été adopté en séance. Affaire à suivre. Merci Étienne, affaire à suivre, oui. Sujet plus technique à présent, mais qui a néanmoins un certain intérêt pour nous juristes. La Cour de cassation a-t-elle consacré un nouveau cas de rétroactivité du droit pénal ? Guillaume. Il y aura peut-être une tournée rétroactive. Après le secret professionnel dans l'affaire Bismuth, le juge judiciaire s'attaque au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Dans un arrêt du 17 mars dernier, les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont reconnu à la loi du 3 août 2018, dite loi Schiappa, une portée rétroactive. Elle pourra donc s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur, ce qui est normalement interdit par le code pénal. Alors pourquoi cette décision ? Pourquoi la Cour de cassation s'attaque-t-elle à un principe inaliénable du droit pénal français ? Alors une première réponse peut être apportée si l'on met en perspective le contenu de cette loi, qui vient rendre la caractérisation plus facile des violences sexuelles commises sur les mineurs, avec l'actualité, au travers de l'affaire Duhamel et du hashtag MeTooInceste. C'est une sorte de drôle de coïncidence, et on peut se demander si les juges du quai de l'horloge n'ont pas voulu donner des gages de bonne foi au mouvement féministe. Merci Guillaume, et c'est vrai qu'on peut se demander si toutes les digues de notre droit vont finir par céder devant cette nouvelle morale que l'on tente de nous imposer. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion d'aborder un amendement qui a été adopté par nos députés au sujet des sportifs transgenres. Mercredi 17 mars dernier, l'Assemblée nationale a débattu de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Pendant les débats, les députés en ont profité pour adopter un sous-amendement proposé par un député LREM qui, je cite, vise à offrir les mêmes garanties de protection aux personnes transgenres dans l'accès à la pratique sportive que celles déjà offertes aux femmes. La proposition de loi contiendra donc l'article suivant. La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée sur l'identité de genre. Alors qu'est-ce que veut dire ce charabia qui a l'air d'être tout droit sorti d'une licence américaine de Gender Studies ? Eh bien en fait qu'en pratique, les hommes qui se sentent femmes pourraient concourir dans les compétitions sportives féminines. Très bien, on a hâte de voir ce que cela pourra donner dans les compétitions, je pense notamment de boxe anglaise. Alors évidemment, l'amendement n'en est qu'au début de son parcours de validation législative et la navette parlementaire pourrait changer la donne. On peut quand même regretter une certaine américanisation de nos débats parlementaires et la promotion d'une mesure qui pourrait finalement porter de sacrés coups au sport féminin. Sans transition, Guillaume, tu voulais aborder la question du secret professionnel. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque je vous ai tout dit. Alors le 1er mars dernier, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, pour corruption active et trafic d'influence par le tribunal correctionnel de Paris. Son ancien avocat, maître Thierry Herzog, a lui aussi été condamné pour les mêmes délits, mais s'est vu en plus de ça infliger une interdiction d'exercice de la profession d'avocat pendant 5 ans. Pour motiver sa décision, le tribunal correctionnel s'est appuyé sur les échanges entre les 2 condamnés. Étonnant, me direz-vous, car il s'agit d'un échange entre un avocat et son client, pourtant protégé par le secret professionnel. Les juges ont considéré que ce secret professionnel n'a vocation qu'à protéger le client, pas son avocat. Dès lors que les échanges prouvent la commission d'une infraction par un avocat, il pourra être utilisé en justice contre lui, mais aussi contre son client s'ils sont tous les 2 co-auteurs de l'infraction.
Cette décision vient encore une fois réduire la protection offerte à tout justiciable dans ses échanges avec son avocat. On peut même se demander si ce secret professionnel existe encore. Nous verrons ce qu'en dira la Cour d'appel. Merci Guillaume. Après la justice pénale, revenons désormais au droit administratif et à notre cher Conseil d'État qui a essuyé pour une fois des critiques infondées dans une affaire d'immigration. Mais évidemment, vous croyez qu'un terroriste, ça se balade en hurlant avec une ceinture d'explosifs autour de la taille? Ah non. Eh ben voilà. Effectivement, dans une décision du 12 février dernier qui n'a pas manqué de défrayer la chronique, le Conseil d'État a refusé de retirer son statut de réfugié à un individu condamné pour apologie d'actes de terrorisme. Au premier abord, il semblerait curieux d'imposer aux Français de faire société avec quelqu'un qui se réjouit de la décapitation d'un compatriote. Mais qu'en est-il juridiquement ? Eh bien, il revient au Conseil d'État, en tant que juridiction administrative suprême, d'appliquer la loi. Or, quel est l'état actuel du droit ? Eh bien, le statut de réfugié d'une personne ayant obtenu l'asile en France peut être révoqué lorsqu'elle a été condamnée en dernier ressort, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de 10 ans d'emprisonnement. Par conséquent, le Conseil d'État a constaté que l'apologie publique d'actes de terrorisme, définie par l'article 421-2-5 du Code pénal, n'est pas un crime, mais un délit, et que ce délit n'est pas puni de 10 ans d'emprisonnement, et que la loi pénale ne le qualifie pas d'acte de terrorisme. Autrement dit, en l'état du droit positif, une condamnation pour apologie du terrorisme ne peut donc justifier le retrait du statut de réfugié. Certes, puisque l'application de la loi, en revanche, en l'état, débouche sur un résultat absurde humainement parlant et donc injuste, c'est-à-dire d'imposer aux Français de faire société avec un individu qui se réjouit de la décapitation d'un professeur d'école, il semblerait logique, et vous nous donnerez votre point de vue sur la question, que le Parlement se saisisse de la question et modifie la loi sur ce point. Merci Alcide, c'est sûr que c'est la loi qu'on peut blâmer en l'occurrence et non les conseillers d'État. Sans transition, la crise sanitaire va-t-elle permettre l'instauration d'une société de surveillance de masse ? Alors c'est la question rhétorique que va évoquer Étienne. Décidément, vous êtes un maniaque de l'espionnite. Vidéosurveillance, n'aurions-nous rien à envier aux Chinois ? Par un décret du 11 mars 2021, pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a autorisé le recours dans les transports publics au traitement informatisé des caméras de surveillance par le biais d'algorithmes, afin d'établir des statistiques, mais aussi d'évaluer le nombre de personnes qui ne portent pas de masque. Concrètement, par une analyse algorithmique, non seulement nos visages seront analysés automatiquement pour déterminer si un masque est porté, afin d'établir des statistiques sur ce port, mais également les exploitants ou gestionnaires pourront diffuser des messages d'alerte en temps réel afin de rappeler à l'ordre les récalcitrants par la diffusion de messages d'information ou de sensibilisation du public. Le cadre juridique apparaît particulièrement flou en l'espèce, d'autant qu'il s'agit en principe d'une disposition d'exception et que la Commission nationale informatique et liberté n'a pas été consultée dans cette affaire. Le Cercle Droit et Liberté suit l'affaire de près. Merci Étienne, et ça me donne la transition parfaite pour terminer cette gazette, encore une fois sur cette question de crise sanitaire. Allez exercer votre tyrannie ailleurs. Fini le temps des despotes. Et oui, Le Monde nous apprenait récemment que depuis le premier confinement, 840 requêtes avaient été déposées devant le Conseil d'État. Sur ces 840 requêtes, 511 ont été écartées d'office sans débat contradictoire, 329 ont été instruites, et seulement 8 ont été jugées dans un sens défavorable au gouvernement. Alors, parmi ce piètre butin, on peut citer notamment le droit de se rassembler dans les lieux de culte au-delà de 30 personnes, le fait de ne plus verbaliser les SDF pour défaut de confinement, ou encore l'obligation de rouvrir les instructions de demande d'asile. Bref, pas de quoi fouetter un chat. En parlant de cours supérieurs, on peut également citer que la CEDH a condamné pour la toute première fois un État en lien avec le Covid-19 le 11 mars dernier. Est-ce une condamnation d'un État pour avoir retenu de façon injustifiée ses citoyens à domicile ? Eh bien non, c'est l'État de Malte qui a été condamné pour avoir retenu un clandestin de façon injustifiée dans un bâtiment de quarantaine, l'exposant ainsi à un risque de contamination au Covid. Chers auditeurs, pour essayer de comprendre le fonctionnement du Conseil d'État, je vous renvoie à l'entretien avec Ivan Stefanovic sur son ouvrage « Petits arrangements entre amis ». Entretien que nous avons publié sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nous vous invitons à en prendre connaissance.
Merci messieurs pour ces contributions qui seront, nous l'espérons, très utiles à nos auditeurs. Et c'est désormais le moment de passer à la minute culture juridique, aujourd'hui consacrée à la prescription. Je laisse la parole à Guillaume. Mais ça fait 15 ans qu'elle est partie. 19. Bon, 19, très bien. Mais après 19 ans, il y a prescription. Faudrait peut-être passer à autre chose, non? Après la non-rétroactivité de la loi pénale et le secret professionnel, c'est au tour de la prescription d'être contestée. Le mouvement MeToo l'a montré, certaines infractions sexuelles peuvent être révélées quelques années, voire même quelques dizaines d'années plus tard. Pour permettre aux mineurs victimes d'agressions sexuelles, de viol, voire d'inceste, d'obtenir justice après de longues années d'enfouissement traumatique, on suggère carrément de la supprimer. Mais pourquoi avons-nous institué un mécanisme permettant aux auteurs d'infractions d'échapper à leurs responsabilités pénales ? Revenons-en tout d'abord aux origines. La prescription est une notion remontant au début de l'ère chrétienne. On estimait que le sentiment de culpabilité éprouvé par l'auteur de l'infraction était une sanction suffisante, et que de toute façon, ce comportement illégitime sera sanctionné lors du jugement dernier. Ainsi, le temps offrira une sorte de rédemption à l'auteur du trouble. Mais la société s'étant sécularisée, la prescription a aujourd'hui un tout autre rôle. La prescription permet que le procès pénal garde son unique utilité, c'est-à-dire qu'il doit réparer la fracture dans le contrat social. Le procès pénal doit donc intervenir ni trop tôt, sous peine d'être considéré comme un procès expéditif, ni trop tard, car la situation à l'époque de l'infraction n'est plus la même au moment du procès. La victime, par exemple, peut avoir reconstruit sa vie, et l'auteur des faits a peut-être changé lui-même aussi de vie. Ainsi, l'ordre public, certes fragile, ne devra pas être remis en cause. De plus, la prescription permet de marquer la fin de l'enquête, qui peut s'avérer inutile des années après les faits. On peut se poser la question de comment se rappeler fidèlement de ce qui s'est passé 30 ans après. Maintenant qu'on a démontré la nécessité de la prescription, on peut se demander si elle ne peut pas être allongée pour certains crimes. Alors, ça c'est un avis plutôt personnel qu'on peut avoir, mais j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que cette prescription a déjà fait l'objet d'une réforme en profondeur en 2017. Ainsi, les délais de prescription pour les délits et crimes ont été doublés. On est passé de 3 ans il y a 6 ans pour les délits et de 10 ans à 20 ans pour les crimes. S'agissant des infractions sexuelles sur les mineurs, la prescription a été portée de 10 à 30 ans et le délai de prescription commence au jour de la majorité de la victime. Merci Guillaume pour cette minute culture juridique et ces éclaircissements bienvenus. Avant de passer à notre discussion du jour, je vous rappelle que vous écoutez le podcast du Cercle Droit Liberté et j'en profite pour vous inviter à aller faire un tour sur notre site internet www.cercledroitliberté.fr. Vous pourrez ainsi suivre nos dernières actualités, retrouver nos dernières vidéos, nos passages médias, nos analyses, nos recensions d'ouvrages également. C'est le moment maintenant d'une courte pause. Nous vous retrouvons dans quelques minutes. Pas de compte à rendre et vive la liberté, allez salut hein. Ah, la liberté, c'est rien chouette. De retour sur La Liberté, pourquoi faire, le podcast du Cercle Droit et Liberté. C'est l'heure donc de notre discussion mensuelle qui tournera aujourd'hui autour de la question de la politisation de la justice. J'ai rencontré dans ma vie des juges absolument exceptionnels. Mais j'en ai pas rencontré beaucoup. La question du gouvernement des juges est loin d'être nouvelle, mais elle vient de revenir sur le devant de la scène après la condamnation de Nicolas Sarkozy au début du mois de mars. Régis de Castelnau, également, un avocat bien connu au Cercle Droit et Liberté, a publié récemment un essai sur la question, dont vous pourrez d'ailleurs retrouver l'entretien sur notre page YouTube. Pour commencer cette discussion, peut-être pouvons-nous revenir utilement sur la notion de gouvernement des juges. Alcide. Oui, effectivement, la question se pose surtout aujourd'hui. Après la crise des Gilets jaunes, on a l'impression, enfin une impression même très réelle, qu'il y a une forme de crise de légitimité des institutions en France. Et a priori, en principe, la source de toute légitimité dans une démocratie, c'est la volonté du peuple. Mais il semble que de nouvelles formes de légitimité concurrentes, par exemple la légitimité politique, l'expertise, les experts, les fameux experts BFM TV, ou même la rue, et enfin les juges. Seraient-ils, ces juges, une voix du peuple ou une source concurrente de légitimité ? C'est là qu'il faut parler et aborder la notion de gouvernement des juges. La difficulté ici sur cette notion, c'est qu'elle n'est pas juridique, mais plutôt un concept polémique. De manière générale, ce que l'on pourrait dire, c'est que le gouvernement des juges, c'est le fait, dans certains cas, pour des juges, d'exercer un pouvoir exorbitant dans une démocratie, de s'accaparer une forme de pouvoir
politique. Cela peut viser plusieurs hypothèses. Dernièrement, certains ont évoqué la judiciarisation de la politique, le fait par exemple que des juges interfèrent dans un processus électoral. Rappelons-nous l'élection présidentielle avec François Fillon. Ici, pour notre sujet, on va se poser la question du contrôle de constitutionnalité et de savoir si celui-ci instituerait quelque part une forme de gouvernement des juges, par lequel le Conseil constitutionnel s'accaparerait un pouvoir démocratique. Bon, finalement, à première vue, on voit bien qu'il ne s'agit pas tellement de la question de savoir est-ce que les juges en général sont en train d'exercer une forme de gouvernement politique. On peut aussi d'ailleurs remarquer en passant dans une situation actuelle où on remet en cause beaucoup d'institutions. L'institution judiciaire, dans sa très grande majorité, accomplit son devoir de façon remarquable dans son ensemble et avec des moyens dérisoires. Oui, c'est vrai qu'on a un des budgets de la justice les plus faibles d'Europe. Mais je crois qu'Alcide, en fait, ce que tu voulais évoquer, c'est un peu la décision de 71, ce qu'on a aussi appelé le coup d'État du Conseil constitutionnel, non ? Effectivement, c'est la fameuse décision Liberté d'association de 1971, où on se rend compte finalement que le Conseil constitutionnel, via le contrôle de constitutionnalité, certes, interprète la loi, mais également la Constitution, puisque dans cette décision, le juge constitutionnel n'a rien fait d'autre que d'inventer la notion de bloc de constitutionnalité, dans lequel existent les fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La liberté d'association, en l'occurrence, constitue un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et a donc ici valeur constitutionnelle. Alors même que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y a absolument pas de référence à la liberté d'association. Autrement dit, par cette décision, le Conseil constitutionnel vient élargir considérablement le champ de son contrôle et, quelque part, par une forme d'arbitraire, on va en débattre, produirait un droit non écrit et serait dans une démarche de réécriture de la Constitution. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas certain que la question de l'arbitraire en tant que tel soit absolument pertinente, parce qu'on voit bien que le Conseil constitutionnel est ici aussi, dans son contrôle a priori particulièrement, fait œuvre très utile. On se souvient notamment d'une affaire, c'était celle du délit de consultation habituel de sites terroristes, avec une rédaction indigente et même dangereuse pour nos libertés à tous. Si on voulait se renseigner sur des sites terroristes, savoir ce que pensait tel groupement, eh bien, on tombait tout de suite dans cette incrimination. Eh bien, le Conseil constitutionnel avait rappelé qu'il y avait un principe, qu'il avait rappelé plusieurs fois, évidemment, de clarté et de lisibilité de la loi. Effectivement, c'est un principe qui n'est pas écrit directement dans la Constitution, mais peut-on faire le reproche au Conseil constitutionnel d'avoir pu dégager des principes qui ressortent de l'évidence la plupart du temps ou trouvent leur source dans la Constitution ? Alors, sur la nécessité d'un contrôle de constitutionnalité, je peux être que d'accord avec toi, mais j'estime que ce n'est pas à une institution dont les membres sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces 9 membres étant nommés non pas par le peuple, mais par des institutions, ça me pose une réelle problématique. Quelle légitimité ont-ils aujourd'hui pour abroger une loi qui est votée, je le rappelle, par le Parlement qui représente le peuple ? Il y a deux moyens, c'est qu'on pourrait... Déjà, première chose, circonscrire de manière constitutionnelle, par une révision constitutionnelle, le rôle du Conseil constitutionnel pour s'assurer de son interprétation, par exemple. Mais plus généralement, tu parlais de légitimité. C'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, là où, depuis Portalis et puis Montesquieu, on considère que le juge doit être la bouche de la loi et n'a aucune liberté d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais pour renforcer une légitimité, on peut aussi considérer que l'élection des juges peut être un moyen utile. Alors j'entends tout de suite qu'on pourrait me rétorquer américanisation de la société française, mais il n'y a pas seulement les États-Unis qui l'ont fait. On peut parler d'un exemple, on parlera un peu plus loin de la Corse, mais voilà, en Corse, dans la constitution paoliste notamment, mais même autant en 1734, lorsque la Corse s'est rebellée contre Gênes, ils ont mis en place une élection des juges. C'est quelque chose qui existe dans notre histoire constitutionnelle, la Corse étant française, évidemment, donc nous en sommes les héritiers. Ça pourrait être une piste. Pour ce qui est de l'élection des juges, je suis un peu sceptique parce que ce qui me gêne, c'est que la fonction de juge doit être
véritablement indépendante. Et introduire une élection des juges, ce serait introduire une forme de politisation de cette fonction. Et je pense que ce serait un danger pour leur indépendance. Surtout que tu notes effectivement qu'on pourrait avoir une élection et qu'aux États-Unis ça se fait, mais aux États-Unis ce sont les procureurs qui sont élus et pas les juges qui vont statuer sur le droit. Donc ça c'est une vraie distinction à faire et c'est ce qui fait que le juge constitutionnel ne pourra pas finalement être élu parce qu'il doit avoir suffisamment d'impartialité pour pouvoir statuer. Est-ce que c'est pas un peu un débat fumeux de juristes, savoir si les juges doivent être élus ou non? Est-ce que dans les deux cas, on n'a pas un juge qui peut se politiser? Et on le voit notamment dans les affaires qui nous occupent actuellement, l'affaire Fillon, Mélenchon également, qui a été sous le coup de certains juges, plus récemment Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Finalement, on en revient toujours à Montesquieu d'une certaine manière. Tout pouvoir constitué est toujours porté à abuser du pouvoir qu'on lui a confié. Et donc, peut-être qu'un point serait intéressant, ce serait justement d'arriver à circonscrire de manière un peu plus précise le rôle de la justice, le rôle du juge en France. Il ne s'agit que d'une autorité, il dispose d'assez peu de moyens. On voit même chez certains juges, ils l'expriment même certaines fois dans des ouvrages, une forme de ressentiment, une forme de... ils cherchent justement à faire progresser le rôle des juges en tant que tel. Donc ça pourrait être aussi un moyen d'arriver à circonscrire ce rôle-là. Une autre piste qui pourrait peut-être être explorée, je vous rappelle que notre code pénal disposait avant que les juges seraient coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique en cas d'immixtion dans l'exercice du pouvoir législatif. C'est un article qui a été supprimé par le nouveau code pénal de Badinter en 1994. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait revenir à ce genre de délit de forfaiture? Enfin, ça existe toujours d'ailleurs, c'est l'interdiction des arrêts de règlement. Le juge n'a pas le droit de créer la loi et donc forcément de s'immiscer dans le pouvoir législatif. Ça existe toujours. Bon, ils ne sont pas personnellement aujourd'hui sanctionnés pour ça, mais à partir du moment où ils rendent une décision qui a une valeur législative, disons, cet arrêt normalement devrait être cassé par la Cour de cassation. Et finalement, ça n'a aucune portée politique, l'interdiction des arrêts de règlement. Effectivement, ça pourrait être une solution qui pourrait être apportée justement pour réguler. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que notre juge, le juge avec un grand J, ne domine finalement que sur des missions du politique notamment, alors on va dire, l'absence de volonté de nos gouvernants, sous couvert de respect du droit, de se battre pour les idées, leurs idées ou les idées du peuple. Je pense notamment à cette règle, qui est une règle politique, qui veut que tout ministre mis en examen démissionne. Et en fait, cette règle politique, elle peut paraître juste, mais en fait, elle donne au plus banal des juges d'instruction le pouvoir de faire et défaire les gouvernements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est le juge qui a pris le pouvoir parce que le politique a démissionné ou... C'est extrêmement délicat parce qu'il s'agirait déjà, première chose, de caractériser l'intention du juge lorsqu'il met en examen, effectivement, François Fillon ou d'autres. On ne peut qu'attendre du juge, et particulièrement d'un procureur, qu'il poursuive des faits pénalement répréhensibles. Je veux dire, si François Fillon a effectivement commis... Il y a un appel qui est interjeté, donc il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Mais s'il a effectivement commis ce qui lui est reproché, c'est grave et ça doit être poursuivi et condamné. Effectivement, la question de la temporalité, c'est un débat qui est très difficile à porter parce que, justement, nous n'avons pas tous les éléments et le juge bénéficie, d'une certaine manière, d'un flou, d'un secret qui nous empêche de porter un avis précis sur la question. Mais effectivement, nous avons ce doute, et rien que ce doute, finalement, est problématique. Moi, je pense clairement que la notion de gouvernement des juges, aujourd'hui, ça peut être aussi un moyen pour le pouvoir politique de se créer une sorte d'immunité pénale. Moi, ça me dérange. J'estime que les membres du gouvernement sont des citoyens comme les autres. Et donc, si on doit faire une perquisition chez eux à 6h du matin, c'est pareil pour n'importe qui en réalité. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et on ne peut que s'en réjouir. Il n'y a pas eu davantage de contestation dans la presse, vous savez, chez les divers ministres en charge. Donc, c'est assez intéressant. Je crois que nous sommes à un peu plus de 10 minutes de débat pour tenir les délais dans notre podcast. Nous allons clôturer ces discussions qui, nous l'espérons, auront donné quelques pistes de réflexion à nos auditeurs juristes. Pour aller plus loin, nous vous recommandons notamment la lecture de l'ouvrage de Bertrand Mathieu,
qui est professeur et également conseiller d'État, qui a écrit donc Justice et politique, la déchirure. C'est paru en 2015 aux éditions LGDJ. Avant de passer à la revue culturelle, nous allons aborder rapidement quelques sujets juridiques et judiciaires qui sont d'importance et qui nous occuperont dans les semaines à venir. Guillaume, je crois que tu voulais commencer par l'évocation de la loi bioéthique. Non mais sans blague, est-ce que j'ai l'air de la mère du futur ? Oui, cette loi qui prévoyait notamment l'extension de la PMA aux femmes seules. Alors, il y a eu pour l'instant 2 lectures, suivies d'une commission mixte paritaire, qui est composée, je le rappelle, de 7 députés et de 7 sénateurs. Cette commission mixte paritaire a échoué. Les parlementaires n'ont pas réussi à arriver à un accord sur cette loi, et donc il y aura une nouvelle lecture proposée, et le gouvernement a la possibilité de laisser à l'Assemblée nationale le dernier mot. Donc, affaire à suivre finalement. Alcide, quel est selon toi le prochain sujet d'importance à venir ? Alors, chers auditeurs, c'est le droit des entreprises en difficulté. Autrement dit, la banqueroute, la faillite, le vol. Peut-être que parmi vous, il y a quelques affairistes qui suivent l'actualité de cette matière. Eh bien, celle-ci va connaître une nouvelle réforme. Eh bien, c'est la transposition de la directive restructuration et insolvabilité du 20 juin 2019 qui est imminente. En effet, cette transposition doit intervenir par voie d'ordonnance d'ici la fin du mois de mai de cette année en vertu de l'habilitation donnée au gouvernement par la loi Pacte. En quelques mots, quelles sont les évolutions à attendre de cette réforme ? Eh bien, la directive réforme en profondeur le droit des procédures collectives, rien que ça. Et 2 objectifs sont fixés au niveau des États membres. Le premier, c'est l'harmonisation du droit des entreprises en difficulté à l'échelle de l'Union européenne. Et second objectif, vaste programme, améliorer leur efficacité. Elle prévoit la faculté pour le débiteur d'imposer à ses créanciers un plan de restructuration par la pratique de l'application forcée et instaure à cet effet le vote par classe de créanciers. Merci Alcide. Donc transposition pour juin prochain, et c'est vrai qu'avec le nombre de faillites qui nous guettent en cette sortie de crise Covid, nul doute que cette directive aura son intérêt. Étienne, c'est à ton tour, c'est la loi Dupond-Moretti, je crois que tu voulais aborder. C'est la justice, ce qui compte, c'est le résultat. Oui Thibaut, c'est à l'occasion d'entretiens donnés au Point et à France Inter que le garde des Sceaux a brossé les grands traits de son projet de loi de réforme de l'institution judiciaire, intitulé comme il se doit dans la langue sentimentale de la communication, Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il s'agira certainement de la dernière grande réforme du quinquennat. Sont retenues plusieurs propositions issues des rapports Mattei et Getty, le maintien de l'expérience des cours criminelles, dont l'actuel garde des Sceaux était vent debout contre cette proposition, mais maintenant il la soutient, l'encadrement des enquêtes préliminaires, la captation filmographique de certaines audiences, ou encore la force obligatoire des accords de médiation conférés par simple visa du greffe et non plus après visa du juge. Intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la médiation. Évoqué dans les travaux préparatoires, la création d'un statut d'avocat en entreprise, notamment afin de lutter contre ce qui se passe avec les États-Unis et le legal privilege. Exactement, c'est une vraie problématique. Eh bien, elle n'a pas été retenue. Voilà, donc deux versions de l'avant-projet ont été publiées par les sites Actu Juridique et Dalloz Actualité, mais nous attendons toujours le dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale. Merci Étienne, et c'est vrai que cet avocat en entreprise n'a pas été retenu parce que les barreaux et la Confédération nationale des barreaux se sont opposés fermement à cette proposition. Guillaume, je crois que tu voulais également évoquer les procès à suivre pour le mois prochain. Ils ont changé l'heure de l'audience. Et c'est quand ? Dans 5 minutes. Oui, chers auditeurs, j'aimerais aborder avec vous 4 grandes affaires. Premièrement, le procès en appel d'UBS, qui a déjà commencé et qui se terminera le 24 mars prochain. Pourquoi est-ce que ce procès est important ? C'est très simple. En première instance, UBS a été condamné à payer la somme de 3,9 milliards d'euros, rien que ça, après avoir refusé de signer une convention judiciaire d'intérêt public. Deuxième procès, qui se tiendra cette fois du 22 au 27 mars, c'est une audience qui concernera les 10 personnes jugées pour avoir saccagé l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Troisième procès, le 29 mars prochain sera rendu le jugement dans l'affaire de Mediator. Cette décision sera très intéressante à mettre en lien avec l'actualité sur le vaccin AstraZeneca. Et enfin, dernier procès, on aurait pu l'aborder dans notre débat sur le gouvernement des juges. La Cour de cassation examinera le pourvoi contre la relaxe de Cédric Oriou,
qui est un agriculteur qui avait réussi à faire abroger le délit d'aide au séjour d'étrangers en situation illégale par le Conseil constitutionnel au visa du principe de fraternité, tiré de la devise de la République française. Merci Guillaume, voilà de quoi occuper nos journalistes juridiques pour les prochaines semaines. Alors afin d'occuper nos auditeurs pendant le mois à venir, passons maintenant à la revue culturelle. C'est un bon livre. Étienne, c'est à toi qui revient l'ouverture de cette rubrique. Oui Thibaut, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le contrôle du législateur sur l'exécutif, le contrôle de constitutionnalité, le double degré de juridiction, la monarchie constitutionnelle. Autant d'héritages que nous devons à la Corse. Dans un bel essai, La Corse, terre de droit ou essai sur le libéralisme latin, publié aux éditions Mimesis, le jeune Antoine-Baptiste Philippi brosse l'apport de la révolution philosophique corse. Alors que nous allons célébrer le mois prochain le bicentenaire de la mort de l'empereur, la lecture de cet essai s'impose. Retrouvez notre recension sur notre blog. www.cercledroitliberté.fr. En parlant de Corse, Alcide ? Effectivement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Code civil, mais cette année, l'année 2021, c'est officiellement l'année Napoléon, car elle marque le bicentenaire de la mort de l'empereur, comme on vient de vous le rappeler. Alors, ce personnage est très admiré en France et à l'international, et pourtant, la polémique fait rage sur l'opportunité de commémorer celui que Chateaubriand décrira comme le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Eh bien, pour les partisans de la culture de l'anéantissement, plus connue aux États-Unis sous le terme de cancel culture, eh bien l'objectif est malheureusement de réécrire l'histoire pour en tirer uniquement une interprétation contemporaine. Ces derniers jugent Napoléon tout simplement avec une lecture contemporaine plutôt que par rapport à son apport à la construction du pays. C'était sans compter sur Thierry Lenz, historien et directeur de la Fondation Napoléon. Exaspéré par les polémiques qui surgissent à tout bout de champ sur Napoléon, relatives notamment à l'esclavage, au patriarcat, la dictature, aux nombreuses guerres européennes que l'empereur a menées, eh bien Thierry Lenz y répond dans son dernier essai intitulé « Pour Napoléon » qui consiste en un exposé argumenté, au ton vif et personnel, paru aux éditions Perrin. Pour une lecture spécifique aux apports juridiques du règne de Napoléon, nous ne pouvons que vous conseiller également de lire Napoléon et le droit, paru au CNRS éditions sous la direction, encore une fois, de Thierry Lenz. Vive Napoléon! Merci Alcide, et c'est sûrement un sujet que nous aborderons pour le podcast de mai à l'occasion de ce bicentenaire. Sur le sujet de plus en plus récurrent de la régulation des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, on notera la parution chez Robert Laffont de l'ouvrage intitulé « Des géants et des hommes pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies ». La fédération n'oserait pas aller jusque-là. Le Sénat leur supprimerait leur monopole commercial et ce serait fini. C'est un ouvrage qui a été écrit par Pierre Louette, qui dirige actuellement le groupe Les Écoles Parisiens et qui est en charge de la négociation sur les droits voisins avec ces géants du numérique. On peut donc dire qu'il connaît un petit peu son sujet. Je vous le recommande car c'est un essai très accessible et qui décrit efficacement les méthodes parfois limites sur le plan du droit de la concurrence notamment, ou encore en ce qui concerne le pillage du travail des journalistes ou l'utilisation de nos données personnelles. Il propose également plusieurs pistes de régulation pour l'avenir, alors vous pouvez aller vous le procurer sans problème. Étienne, c'est ton tour. Colloque. La Fondation Kairos pour l'innovation éducative a organisé le 9 mars dernier un colloque portant sur les questions suivantes. La liberté d'enseignement à la croisée des chemins, fondements théoriques et valeurs juridiques. Sont intervenus entre autres les professeurs Godmet et Le Pourriette. Les échanges ont été remarquablement conclus par le professeur Delvolvé. Si les actes seront publiés dans le 2e numéro de la Revue française de droit administratif, vous pouvez dès à présent visionner les différentes interventions sur le site internet de la Fondation Kairos, ainsi que sur la chaîne YouTube de cette dernière. Merci Étienne, et avant de conclure cette émission, un petit rappel de l'actualité de notre association. Alors je vous rappelle que nous avons déposé le mois dernier un recours contre l'arrêté du préfet de Paris qui visait à interdire la consommation d'alcool dans certaines rues de Paris, sous prétexte de lutte contre le Covid. Nous l'avons perdu puisque selon le juge administratif, le droit au respect de la vie permet de restreindre nos autres libertés fondamentales. Évidemment, le juge a été incapable de nous expliquer ce qu'était ce droit au respect de la vie. Un autre recours que nous avons déposé au cours du mois de mars contre le couvre-feu et le confinement cette fois-ci
est en cours d'instruction. L'instruction se terminera demain, au lendemain du tournage de ce podcast. Nous ne pouvons pas vous donner le résultat pour l'instant, mais nous notons déjà que le Conseil d'État a refusé de nous accorder une audience. Alors, enfermer la population sans même l'autoriser à défendre publiquement ses libertés, c'est une conception étonnante de la part d'un juge de nos libertés. Autres actualités, nous avons démarré avec le Cercle Droit et Liberté la publication de plusieurs recensions de livres juridiques sur notre site, Le droit romain de Michel Villet, Le déclin du courage par Alexandre Solzhenitsyn, ou encore cet ouvrage sur le droit corse, publié la semaine dernière sur notre site. Nous publions également des articles de fond. Guillaume Leroy, ici présent, a par exemple sorti une analyse très complète sur le référendum sur le climat. Donc nous vous invitons à aller le lire, www.cercledroitetliberté.fr. C'est l'heure de l'appel aux dons et l'heure de la quête donc. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur. Effectivement, je vais faire mon Don Saluste. Chers auditeurs, c'est l'heure de la quête. Nous vous rappelons que le Cercle Droit et Liberté est une association apartisane qui refuse tout financement public et ne vit que grâce à la générosité de ses donateurs. Si vous aimez nos actions, soutenez-nous en vous rendant sur notre site internet rubrique « Faire un don ». Ce don sera d'ailleurs défiscalisable à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu. Alors, n'hésitez pas, soutenez-nous. Merci Alcide, merci Guillaume, merci Étienne. Chers amis juristes et auditeurs, nous en arrivons à la conclusion de ce deuxième épisode de notre podcast. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à nous faire vos commentaires que nous prendrons bien évidemment en compte pour le prochain épisode qui sera disponible au mois d'avril. À bientôt. À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission. Avez-vous jamais envisagé ce que serait une liberté réelle ?